À la une de l'actualité ce soir, c'est la période de la chasse au Burkina et le pays offre un potentiel de faunique qui fait le bonheur des chasseurs et autres touristes. Mais les conséquences des menaces terroristes se font sentir sur l'activité. Le business tourne au ralenti si chez certains concessionnaires, il n'est pas carrément à l'arrêt. Pourquoi cela? Explication à suivre dans ce journal. La baisse fulgurante du niveau des eaux du fleuve Nakambé dans la région du centre-est inquiète les maraîchers installés aux abords du fleuve. Certains ont même franchi le pas qu'il faut éviter l'exploitation des berges, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'ensablement du cours d'eau. On en parle dans cette édition. En France, ils seront finalement 11 sur la ligne de départ pour l'élection présidentielle de mai prochain. Un candidat de plus par rapport à l'édition dernière. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, comment inciter les entreprises burkinabées à des modes de production plus propres? La question a conduit le ministère en charge de l'environnement qui a initié une étude sur les énergies renouvelables. L'étude doit prouver ou non si ces énergies sont porteuses pour l'économie burkinabé. On essaie de comprendre avec Zoubaviel David Dabiré. L'éco-entrepreneuriat, un concept de développement économique adapté au changement climatique. C'est la quintessence d'une étude commanditée par le ministère en charge de l'économie verte et ses partenaires financiers. Une étude dont la validation réunit ici les acteurs de la société civile, la maison de l'entreprise du Burkina et les spécialistes du domaine. Quand vous êtes une entreprise aujourd'hui et qu'à un moment donné, les consommateurs se rendent compte que votre système de production nuit à l'environnement, donc à leur santé, et votre chiffre d'affaires va drastiquement baisser. Donc ce n'est pas seulement une question de choix volontaire, mais c'est une question d'adaptation à la nouvelle économie. Une vision économique encore à l'état embryonnaire au Burkina Faso. Selon l'étude, seulement 15% des entreprises utilisent aujourd'hui les technologies propres dans les moyens de production. Le défi est donc d'accompagner les acteurs vers les énergies propres. Nous allons aussi tenter de les convaincre parce que au niveau des frigos solaires, donc il y a quand même cet appui et nous avons pu accompagner certaines boucheries pour permettre d'avoir en tout cas des plaques solaires avec des subventions. Pour nous, c'est de mettre à la disposition de l'ensemble de nos entreprises privées les modes et les informations nécessaires pour leur permettre de pouvoir prendre désormais en compte l'ensemble de toutes ces questions liées à l'environnement, de telle sorte que ces entreprises soient compétitives sur le plan international. Les commanditaires de cette étude prônent également une série de mesures dont la détaxation du matériel solaire et la réduction des charges fiscales des entreprises vertes. Les jeunes burkinabés qui ont pris part à la COP22 partagent les conclusions avec leurs camarades qui n'étaient pas présents au Maroc en novembre dernier. Ces jeunes sont allés à Marrakech au nom de la coordination nationale des jeunes sur l'environnement. Ils avouent avoir appris beaucoup sur les enjeux climatiques et la nécessité pour la jeunesse burkinabé de protéger l'environnement. Yacouba Gamene, Kadissa Nogo. La coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat CONAGEC était présente à la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP22 à Marrakech en novembre 2016. 4 mois après ce grand rendez-vous sur le climat, cette jeune association a jugé nécessaire de faire la restitution des conclusions de la COP22 à la jeunesse du Burkina qui l'a mandaté. Il y a des décisions liées à l'atténuation, des décisions liées à l'adaptation, des décisions sur l'implication du genre, des décisions sur l'accès au financement, par exemple à un certain nombre de fonds, au fonds vert climat, le devenir du fonds d'adaptation. Donc, pour dire que avant le fonds vert climat, il y avait le fonds d'adaptation. Maintenant, il y a le fonds vert climat qui prend en compte les volets adaptation et les volets atténuation. Pour la représentante du ministre en charge de l'environnement, cet atelier revêt une grande importance. C'est vraiment un atelier très important parce que la question des changements climatiques, comme vous savez, elle doit être portée le plus largement possible auprès des populations, auprès de toutes les catégories d'acteurs, afin que tout le monde s'implique vraiment effectivement dans la lutte contre les changements climatiques. 3 communications sont au menu de cet atelier. Il s'agit des décisions de la COP22 et les acquis de la participation du Burkina, de la participation de la société civile burkinabé
et des acquis de la participation de la CONAGEC. Dans la protection de la couche d'ozone, la lutte contre les appareils frigorigènes semble capitale pour le Bureau national ozone. Ce 16 mars, il a organisé à Bobo Dioulasso un atelier de sensibilisation des douaniers sur la question. Ali Traoré, sur place à Bobo pour les détails. Plusieurs appareils frigorigènes ont un impact sur l'environnement, notamment sur la couche d'ozone. Face à cette situation, le Bureau national ozone joue la carte de la sensibilisation. Et pour cet atelier, ce sont les douaniers qui sont outillés. Les fluides ne sont pas produits au Burkina Faso. Les fluides viennent d'ailleurs et ces fluides-là passent par une porte qui est surveillée par la douane. Et justement, la douane aide à la régulation justement et au contrôle de ces fluides. Leur contribution dans la lutte contre le fléau s'avère plus que nécessaire. Et pour permettre à ces douaniers d'être plus efficaces dans le domaine, plusieurs notions leur seront enseignées au cours de cet atelier. Renforcer leur connaissance aussi sur les conséquences d'une éventuelle destruction de la couche d'ozone et renforcer aussi leur capacité à pouvoir trouver ces produits qui sont normalement industriels, et qui dit produit industriel parle de circulation de ces marchandises. Et qui peut mieux contrôler la circulation des marchandises si ce n'est pas des douaniers? Cet atelier sur la protection de la couche d'ozone se tient après celui de Ouagadougou. D'autres ateliers sont aussi prévus dans plusieurs villes du Burkina Faso. Dans l'actualité ce soir, la baisse fulgurante du niveau des eaux du fleuve Nakambé dans la région du centre-est inquiète les maraîchers installés aux abords du fleuve. Certains ont même franchi le pas qu'il faut éviter l'exploitation des berges, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'ensablement du cours d'eau. Constat avec Draman Dadian et Ibrahim Sambier. De l'oignon, de la tomate et de l'aubergine. Nous sommes sur la rive gauche du fleuve Nakambé. Safiatou et ses coépoux s'activent pour faire pousser de l'oseille ici, des terres récemment abandonnées par les eaux du Nakambé. C'est la première fois que l'eau du fleuve tarit si tôt. Que faire? Nous sommes donc tentés de poursuivre l'eau où qu'elle se trouve pour faire pousser nos légumes. Les eaux du Nakambé se rétrécissent au fil des années, ce qui inquiète les producteurs des villages riverains, les maraîchers surtout. Vraiment, c'est à cause du fleuve même que nos parents se sont installés ici. Mais depuis la fermeture des Bagrets, vraiment, le fleuve, ça... Il y a l'assemblement, quoi. Et puis l'eau aussi se retire vite cette année. Dû à quoi, vraiment? On ne sait pas si c'est le fleuve qui se bouge, c'est quoi, vraiment, on ne sait pas. Ces producteurs le savent bien, il est interdit d'exploiter les berges à moins de 100 mètres du lit du Nakambé, car leur activité accélère l'ensablement du fleuve. Mais selon eux, tous les projets d'aménagement annoncés tardent à se concrétiser. Donc les gens sont obligés de travailler au bord, puisqu'ils ont promis de faire des aménagements. Même Bagré Pola a promis de faire 33 hectares pour que les gens reculent du bord et pour travailler jusqu'à présent. On ne voit rien, on voit des grosses voitures, on écrit, on vient, on creuse des trous, mais vraiment, rien n'est fait jusqu'à présent. En attendant, chacun y va de sa stratégie pour faciliter le drainage de ce liquide précieux au maraîchage, principale source de revenus de ses producteurs. Puisque nous sommes dans l'environnement, restons-y pour aborder à présent le grand format de notre édition, la chasse. Actuellement, c'est la période de la chasse et le Burkina Faso offre un potentiel faunique qui fait le bonheur des chasseurs et autres touristes. Au ranch de Nazinga, par exemple, on peut y admirer des animaux sauvages, tout comme les amateurs de chasse peuvent s'adonner à leur passion, chasser de gros gibiers, tout comme de petits gibiers. Sans Zongo, Vincent Kendrebego. Comme sur un murador et dans ses attributs d'agent forestier, Dieudonné Yamiogo promène le regard sur l'étendue de la réserve forestière de Nazenga à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Pau. Des hautes herbes par-ci, de la verdure par-là. Entre le feuillage, diverses espèces animales se faufilent. Le potentiel faunique du ranch de gibier de Nazenga est énorme. On rencontre de grandes antilopes telles que les kobas, les bubales, les waterbuck, et on rencontre aussi des grands pachydermes tels que les éléphants, on rencontre des buffles, des moyennes antilopes telles que les corbes de buffon, les guibes harnachés, et des petites antilopes telles que les ourébis, les céphalophes. C'est toujours la période des chasses, et des professionnels comme des amateurs en la matière prennent d'assaut le ranch.
Et les espèces chassées dans le ranch de gibier de Nazenga sont le buffle, qui constitue la grande attraction en matière de chasse. Nous avons les kobas, nous avons aussi les bubals, les waterbuck, qui sont des grandes antilopes. Et les moyennes antilopes, ce sont les guibes harnachés. Et les petites antilopes, ce sont les zourébis, les céphalopes. Et nous avons aussi la petite chasse, ça veut dire les safaris plumes. Certaines espèces sont interdites de chasse. C'est le cas des pachydermes qui font le bonheur d'autres types de visiteurs, les touristes de vision. On vient au ranch pour essayer de voir des animaux qu'on ne voit jamais chez nous. Des coqs de bouffon, des antilopes, des singes, des pintades sauvages. Mais c'est les éléphants qui sont les plus... Qui nous attirent le plus. Et les plus spectaculaires. Surtout quand ils sont dans la réserve d'eau, là où ils peuvent s'amuser, nager, c'est assez intéressant. C'est dans le respect des règles de l'activité que les visiteurs parcourent la forêt de Nazenga. Mais les gestionnaires disent être toujours confrontés à un souci. Le braconnage reste d'actualité, la veille aussi. Les formes de délinquance ici, c'est quoi? C'est les bouviers qui rentrent illégalement et aussi les braconniers qui viennent, qui tuent des espèces. Voilà. Mais on arrive très souvent à les appréhender. Depuis l'ouverture de la chasse, nous avons à notre compteur au moins 5 braconniers appréhendés et puis plus de 12 bouviers arrêtés. La chasse est ouverte depuis décembre 2016 et continue jusqu'au 31 mai prochain sur toute l'étendue du territoire national. Mais pour le tourisme de vision, les visiteurs peuvent toujours parcourir les pistes sinueuses des forêts toute l'année. Dans la région de l'Est, on y trouve une grande partie du potentiel faunique du Burkina. Les conséquences des menaces terroristes se font sentir sur l'activité de chasse. Le business tourne au ralenti si, chez certains concessionnaires, il n'est pas carrément à l'arrêt. Constat avec Mamadou Ouedraogo et Draman Guéné sur place à Fadan Gourma. Des visiteurs bruyants dans la concession de chasse Yeryanga Safari et c'est le sauve qui peut. Nous sommes dans la Kompianga. Des kobas, des phacochères, des singes, bref, gros gibier comme petits, et même des oiseaux, on en trouve ici et dans les 3 autres zones de chasse de la province. La région est très riche en espèces de faune. On peut compter plus de 400 lions, plus de 30 000 buffles, plus de 20 000 kobas, et toutes ces espèces se trouvent dans le complexe WAP. C'est pourquoi j'ai dit que la région de l'Est est une zone d'excellence, une zone de faune par excellence. Dans la Kompianga comme dans le Gourmand, c'est toute une diversité faunique qui cherche cependant visiteurs. C'est le 31 décembre dernier que la chasse est ouverte au Burkina. Environ 4 mois plus tard, le bilan partiel de la campagne 2016-2017 est peu reluisant. Chasseurs et touristes se font rares. À Pama, centre-sud, la zone de Yeryanga, nous avons déjà abattu 36 animaux sur 94. Si je prends la région Pama Sud, la frontière avec le Bénin, il n'a seulement tué que 16 sur 98. Et pour la zone de chasse de Konkombori, jusqu'à présent, ils n'ont tué que 48 espaces sur 87 prévus. Le quota, c'est ce que nous avons affecté pour abattre pour cette année. La plupart des concessionnaires n'arrivent même pas à faire les quotas qu'on leur alloue. Le problème d'accessibilité de la région et le climat d'insécurité que connaît le Burkina seraient les principales causes de cette fréquentation jugée morose. Pour les chasseurs, c'est bien. Par contre, pour la vision, c'est 80% inférieur. Et les expatriés ne se déplacent plus dans l'Est et ne viennent plus en famille faire un safari vision, c'est-à-dire un safari photo, passer le week-end avec les enfants au bord de la piscine, ils ne viennent plus. On a eu moins de clients que les autres années. On avait plus de clients qui étaient français, mais cette année, on n'a eu que quelques clients américains qui sont venus, mais ça ne dépasse pas 12 clients qu'on a eu, le total. Normalement, on doit fermer souvent, parce qu'il n'y a plus de clients, on n'a plus rien. Ce qui est sûr, ceux qui arrivent à braver ces difficultés ne regrettent pas. L'objectif est donc atteint pour ces clients du campement Nerwaya Safari dans le Gourmand. Vous avez un capital faunistique extraordinaire. En tout cas, ce que nous avons vécu ici sur le campement du Lion est largement au-delà de toutes mes espérances. D'ailleurs,
aussi bien au niveau de la faune chassable que de la faune non chassable. Et en tout cas, pour moi, c'est très très important. La région de l'Est regorge d'énormes potentialités fauniques diversifiées avec près de 128 espèces de mammifères, dont des buffles et des éléphants. Les zones de chasse de la région sont reparties entre des concessionnaires du Gourma, de la Tapua et de la Kompianga. Tous attendent des clients jusqu'au 31 mai prochain, date de fermeture de la chasse pour l'année 2017. Pour aller plus loin dans ce sujet, le directeur de la faune et des ressources énergétiques au ministère de l'Environnement est notre invité. Monsieur Benoît Douamba, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions. D'abord, quel est exactement le potentiel faunique du Burkina qu'on peut évaluer en ce moment? Bon, d'une manière générale, je dirais que le Burkina Faso, nous avons 28 aires protégées, sur 28 aires fauniques sur 78 que nous avons. Et le potentiel faunique en termes d'espèces, nous avons plus de 150 espèces de mammifères, plus de 500 espèces d'oiseaux et plus de 100 espèces de reptiles. Et où on peut trouver tout cela? Et il faut dire que la faune est inégalement répartie sur le terrain. Et le gros potentiel se trouve au niveau de la région de l'Est, avec près de 60% du potentiel au niveau de l'Est. Et donc, comme nous venons de suivre tout de suite avec le reportage, nous avons surtout les plus impressionnantes espèces sont les buffles, l'hippotrake et puis l'éléphant. Bon, pour les statistiques, j'allais dire, c'est surtout au niveau de la région de l'Est qu'il y a eu beaucoup plus de suivi et Nazenga. Mais comme l'Est est beaucoup plus potentiel, nous donnons quelques éléments sur l'Est. Nous avons, selon les inventaires menés dans 2015, plus de 30 000 buffles, plus de 20 000 hippotraques, ce qu'on appelle antilope cheval. Mais pour les éléphants, au plan national, le Burkina Faso compte 6 800 éléphants sur les 11 500 que compte toute l'Afrique occidentale. C'est quand même impressionnant. Potentiel impressionnant. Impressionnant, en tout cas par rapport à l'Afrique occidentale, le potentiel est vraiment remarquable. Oui, mais qu'est-ce qui est fait comme exploitation de ce potentiel? En fait, la valorisation de la faune se fait à travers plusieurs activités. Nous avons le tourisme de vision, nous avons la chasse sportive, et nous avons d'autres formes, ce qu'on appelle le cropping exclusivement à Nazenga. Il s'agit de faire en fait des prélèvements d'animaux pour la vente des venaisons. Il y a également la capture d'animaux vivants pour la vente. Mais il faut dire qu'au niveau du Burkina, nous sommes beaucoup plus focalisés actuellement sur la chasse. Parce qu'en fait, notre pays, nous ne recevons pas beaucoup de touristes et la chasse en fait reste en fait l'activité qui nous permet d'engranger beaucoup plus de recettes. Parce qu'en fait, dans la gestion de la faune, l'objet en fait est que l'espèce ou du moins la faune puisse s'auto-financer. Et donc il faut des recettes, donc il faut faire une activité qui puisse avec laquelle on puisse recevoir des recettes et l'utiliser pour vraiment financer la faune. Justement, M. Douamba, qu'est-ce que tout cela rapporte en termes de devises? Bon, en termes de devises, dans les bonnes périodes, parce qu'actuellement vous venez de suivre, les situations deviennent vraiment difficiles et complexes au regard du contexte actuel des choses. Dans les bonnes périodes, à l'économie nationale de façon globale, on avait environ 4 milliards de francs CFA comme recette, comme injection, provenant de la chasse et du tourisme d'une manière globale. Et en termes de recettes directes, c'est environ 2 milliards ou 1,5 milliard. Mais tout dernièrement, les 3 et 4 dernières années, on arrive à peine à atteindre 750 millions. Donc c'est un peu compliqué. Et avec les menaces terroristes, on l'a vu dans le reportage, les chasseurs ne se bousculent pas aux portes du Burkina. Les concessionnaires sont désemparés. Comment faire pour redonner confiance? Effectivement, nous venons de faire une sortie de suivi. Effectivement, nous pouvons dire qu'à l'heure actuelle, nous sommes à peine à un tiers vraiment de ce qu'on pouvait s'attendre à cette heure-là. Et ce qui est fait, ce qu'on peut faire pour redonner confiance, en fait, il faudrait qu'on communique. Parce qu'en fait, même s'il y a des difficultés, je pense qu'il y a beaucoup d'exagération. Nous sommes surpris de voir qu'on met en rouge certaines zones, alors qu'en fait, le Burkina, quand même,
au niveau de la chasse, au niveau de nos aires protégées, elles restent toujours fréquentables. Je pense qu'il y a beaucoup plus, donc il y a beaucoup plus de mauvaise publicité. Et c'est bon aussi qu'on puisse vraiment communiquer pour contredire en fait certaines exagérations. Mais dans les réalités, nous devons également prendre des mesures pour sécuriser en fait la clientèle, que les concessionnaires prennent d'autres mesures pour que les chasseurs qui vont venir sur le terrain soient quand même rassurés et que ceux qui les laissent partir, parce qu'ils sont en famille, souvent le chasseur veut venir, mais c'est sa famille qui refuse qu'ils viennent. Donc en fait, il faut qu'on prenne des actions pour rassurer les gens que le Burkina Faso, malgré ce conseil, est quand même fréquentable. Ok. Et ces actions sont pas encore prises? Est-ce que c'est le ministère, est-ce que c'est les concessionnaires qui doivent prendre ces actions? À tous les niveaux. Déjà, quand nous voyons le déploiement pour la sécurité au niveau national, c'est déjà impressionnant, ça doit rassurer. Les consignes qui ont été données aux concessionnaires des zones de chasse est de prendre toutes les dispositions à leur niveau. Il ne s'agit pas vraiment de bomber la poitrine devant les campements de chasse pour dire qu'on est là, mais on doit prendre des mesures de sécurité, ne pas laisser les gens rentrer dans le campement au hasard, surveiller tout comme nous voyons actuellement toutes les mesures prises dans les maisons, dans les commerces pour pouvoir rassurer les clientèles. Par exemple, les hôtels. Ouais, au niveau des hôtels, quand je parle de campement, c'est les lodges. En fait, il faut faire ça également pour que les clients soient en fait rassurés. Oui, M. Benoît Douamba, un mot sur le braconnage. Quelle est son ampleur aujourd'hui? Le braconnage, actuellement, c'est l'une des plus grandes plaies en fait, de notre faune aujourd'hui. Et si c'était seulement un braconnage simple, ça va. Dans le passé, le braconnage était juste effectué pour obtenir de la venaison. Mais aujourd'hui, ça a pris une proportion très inquiétante avec même le trafic de certaines espèces comme l'ivoire, les éléphants qui sont beaucoup tués pour l'ivoire. Et donc, c'est vraiment très, très difficile actuellement. Et donc, c'est une menace pour le potentiel faunique de notre pays. C'est une grande menace pour le potentiel faunique au niveau du Burkina. Vous savez, ces derniers temps, l'ivoire est vraiment prisé. Et quand on dit que nous avons le plus gros potentiel d'éléphants ici, et s'il y a le braconnage, ça veut dire que le braconnage d'éléphants va viser exclusivement beaucoup plus le Burkina que les autres pays. Et donc, nous avons des difficultés, en tout cas avec le braconnage. Monsieur Benoît Douamba, merci d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de la faune et des ressources synergétiques au ministère de l'Environnement. Exactement, c'est moi qui vous remercie. La suite de cette édition, le Japon apporte une aide au Burkina Faso pour ses activités IMO, haute intensité de main-d'œuvre. L'aide nippone s'adresse à 8 communes urbaines du Burkina et se compose de matériel comme des pelles, des brouettes et autres pièges. Nathalie Sawadgo. Des brouettes, des pelles, des pioches, des râteaux, bref, un lot de matériel d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Ce matériel est destiné à 8 communes, dont Wayugia, Titao, Goursi et Yako, dans la région du Nord, et Dori, Seba, Gorom Gorom et Djibo, dans le Sahel. Ce don est du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, en collaboration avec le gouvernement japonais. C'est de faire en sorte que des jeunes aient à la fois accès à des emplois rémunérés et en même temps à reconstruire leur habitat, leur environnement détruit par des catastrophes. Ce don entre dans la mise en œuvre des activités du projet IMO, la haute intensité de main-d'œuvre. Ce geste va nous permettre d'une part de créer des emplois pour que nos jeunes et nos femmes puissent avoir des activités en tout cas rémunératrices. La mise en œuvre de ces activités s'inscrivent dans le cadre de l'appui du PNUD au gouvernement du Burkina Faso à travers le projet CREM, création d'emplois pour les jeunes en situation post-conflit. Et selon le directeur du PNUD, la mise en œuvre de la seconde composante du projet est en cours et va permettre l'octroi de subventions allant de 200 000 à 500 000 francs CFA à 500 jeunes garçons et filles des 2 régions.
De son côté, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA passe aux actes pour combler le gap de la faiblesse du plateau technique dans les formations sanitaires au Burkina Faso. L'UNFPA vient de faire don de matériel médico-technique et de moyens roulants au ministère de la Santé. Des engins qui vont permettre de faciliter la mobilité et l'évacuation des malades, surtout des femmes et des enfants. La remise du matériel est intervenue ce week-end en présence de Maïmouna Traoré. Ce don est principalement destiné à améliorer l'offre de services sanitaires pour la mère et l'enfant. Il est composé de 5 ambulances médicalisées, du matériel médico-technique, d'appareils de sonorisation et d'animation et d'un pick-up. L'œuvre est du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA. Nous apportons juste notre modeste contribution aux énormes efforts que le gouvernement consent depuis plusieurs années pour sauver la vie des femmes et des enfants. Plus particulièrement, une contribution à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social qui a intégré justement l'amélioration de l'environnement de travail comme des projets structurants du PNDES. Ces ambulances permettent, lorsque la femme est prise avec une complication, de commencer déjà à la prendre en charge dans le véhicule. D'une valeur d'environ 500 millions de francs CFA, ce matériel vient renforcer les plateaux techniques des formations sanitaires publiques pour des prestations de qualité. Il y a une série de complications maternelles qui tuent. Et la réactivité pour référer la femme vers là où les soins pourront sauver nécessite un tel genre d'équipement, les ambulances, pour déplacer dans les meilleures conditions les patients qui nécessitent des soins plus qualifiés. Cet accompagnement du Fonds des Nations Unies pour la population s'inscrit dans la dynamique du 7e programme de coopération. La première femme à soutenir une thèse de doctorat en philosophie à l'université de Ouagadougou, elle s'appelle Alice Somda et son projet de recherche doctorale a porté sur la liberté de Kant et enjeux pour la démocratie en Afrique. Son document de 400 pages soutenu avec brio lui a valu la mention très honorable. Fabrice Nebier, Mounira Kéré. La cinquantaine bien sonnée, Mini Malo Alice Somda fait face à son jury pour une thèse en philosophie. Le thème: la liberté de Kant et enjeu pour la démocratie en Afrique. Une Afrique où la liberté des peuples et celle de la presse sont embrigadées par des pratiques antidémocratiques. La liberté est importante dans la vie humaine. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de luttes, les insurrections populaires, les guerres, les conflits. Tout ça, ça montre qu'il y a un manque de liberté. Et le peuple a besoin de cette liberté. Et c'est pour cela que le peuple aspire tout le jour et à travers les luttes quotidiennes pour que les États puissent instaurer cette liberté afin qu'ils puissent jouir de leurs droits et pouvoir accomplir leurs devoirs comme de vrais citoyens. Alice Somda est la première femme burkinabé à soutenir une thèse en philosophie à l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. Selon elle, cette thèse est le résultat de plusieurs années de persévérance. À 50 ans, c'est pour dire qu'on peut se battre. On peut toujours donner une orientation à sa vie sociale, sa vie professionnelle. Et donc, je donne un exemple aux jeunes filles, aux femmes, pour qu'elles se battent tous les jours. Et c'est par le combat de tous les jours qu'elles peuvent s'affirmer et se réaliser. Le désormais docteur en philosophie s'en sort avec une mention très honorable. Elle espère que sa thèse va contribuer à repositionner l'Afrique sur les rails d'une véritable démocratie. En culture, un des rendez-vous à ne pas manquer dans la province de la Kossi, c'est bien le Feshiba, le festival culturel et hippique de Barani. Une manifestation culturelle qui prend ses racines dans une fête ancestrale d'allégeance au chef traditionnel. Cette année encore, le festival a tenu toutes ses promesses et du spectacle assuré autour de l'espèce équine. Yacouba Goro. Dressage des chevaux, lutte traditionnelle, prestation de troupes musicales et courses hippiques, c'est toute une panoplie d'activités mises au grand jour à cette 16e édition du Festival culturel et hippique de Barani dans la province de la Kossi. En plus de son aspect festif, le Feshiba 2017 se veut une rencontre de réflexion sur l'avenir de la jeunesse rurale. Les gens peut-être l'ignorent, mais le cheval peut être un maillon très important pour l'économie de notre pays. C'est une matière sur laquelle notre gouvernement, notre pays peut se baser pour lancer la création
et le renforcement d'une filière équine au Burkina Faso et aboutir à l'émergence d'une industrie du cheval. Il faut que nous puissions ensemble dépasser le caractère festif de la manifestation pour qu'effectivement, comme on l'a dit, qu'on puisse se prolonger, se propager vers le développement de la filière. Cette manifestation culturelle, selon les organisateurs, tire ses origines d'une pratique ancestrale d'allégeance au chef de Barani pour ses efforts consentis en faveur de la paix entre les populations agro-pastorales frontalières du Burkina Faso et du Mali. Des cavaliers du Burkina Faso et ceux du Mali ont rivalisé en démonstration de dressage et en course hippique. Et ce sont les meilleurs qui ont reçu des prix en nature et en espèces. Tiebélé, un village Kassena du sud du Burkina Faso, célèbre par ses peintures murales. Mais un patrimoine qui risque de disparaître, toutes ces initiatives dont le concours d'Ora avec les jeunes filles des lycées et collèges de Tiebélé. À l'occasion, les participantes s'en sont données à cœur joie à leur propre réalisation. Des œuvres primées ce 17 mars, Omar Zombré. Aseko Jacqueline est en classe de seconde. C'est la toute première fois qu'elle s'essaie à la peinture murale, bien que native de Tiebélé. Cette initiation, elle la doit à un concours de peinture murale dénommé Dora. Comme Jacqueline, plus d'une cinquantaine de filles de 5 lycées sont en compétition pour embellir les murs des maisons de la cour royale de Tiebélé. C'est si joli de peindre les murs traditionnels de notre village. Je trouve ça génial parce que l'année passée, quand on a fait, on a eu à découvrir beaucoup de choses. J'ai fait la peinture murale parce que je ne veux pas laisser ma tradition. À côté de ces lycéennes, il y a des femmes. Certaines sont aguerries et d'autres peaufinent encore leur apprentissage. Et c'est dans une ambiance bon enfant que toutes participent à ce concours. Je suis contente pour apprendre les peintures murales. Nous, on commence avec la terre. Bon, deuxième des choses, on met cailloux blancs là, pour que ça sera un peu joli, quoi. On a des petites sœurs, des enfants qui sont en train d'apprendre à le faire. Donc c'est vraiment magnifique pour nous. La peinture est une activité exclusivement dévolue à la femme chez les Kassena. Cette manière de faire, qui a pourtant dépassé les frontières du Burkina, risque fort bien de disparaître à cause du modernisme qui s'installe peu à peu dans le village. Et la sauvegarde de ce patrimoine culturel est tout le combat que mène l'association d'Izandane pour la promotion éducative de Tiebélé. Il faut dire que cette année, le concours d'Ora se déroule dans un contexte général de restauration de la cour royale de Tiebélé, qui est soutenue par la fondation Kiomo de Monaco. Parce que la fondation aussi veut appuyer pour l'inscription de la cour royale sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO. Je suis très content, la peinture murale, c'est un plus pour la culture Kassena et c'est un plus pour la cour royale. Ce concours est le 3e du genre. Les prix vont des numéraires aux fournitures scolaires. Mais bien au-delà de la compétition, c'est l'esprit de pérennisation de cette manière de peindre propre au peuple Kassena qu'il faut préserver pour les générations futures. À l'étranger en France, ils seront finalement 11 pour la ligne de départ de l'élection présidentielle de mai prochain. Un candidat de plus par rapport à l'élection précédente. Le Conseil constitutionnel a publié samedi la liste des candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle en France. Le premier tour aura lieu le 23 avril, le second tour le 7 mai. Et ils seront finalement 11 candidats, un de plus qu'il y a 5 ans. Les 6 noms sur cette image s'ajoutent donc aux 5 gros candidats, comme on les appelle, ceux qui dépassent la barre des 10% dans les intentions de vote. Favorite du premier tour selon les sondages, la présidente du Front National, Marine Le Pen. Elle prône un patriotisme économique, veut une sortie de l'Union européenne et a fortiori de la zone euro et un contrôle strict de l'immigration et des frontières. Favori pour l'accompagner au second tour, Emmanuel Macron. Il se dit et de gauche et de droite et rassemble dans les deux camps.
C'est un libéral tant sur le plan économique que sur les sujets de société. Le candidat Les Républicains François Fillon défend un programme de rigueur, au cœur duquel figure une baisse des dépenses publiques, avec en particulier la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires et l'abrogation des 35 heures. Le candidat du Parti socialiste Benoît Hamon a fait alliance avec les écologistes dans un projet mettant en valeur l'écologie et l'éducation. Son programme est proche de celui de Jean-Luc Mélenchon, qui prétend représenter une France dite insoumise et veut une refonte des institutions afin de mettre en place une 6e République. Près de 47 millions d'électeurs seront donc appelés les 23 avril et 7 mai à désigner l'homme ou la femme qui succédera à François Hollande. Quelques 30 000 personnes, principalement d'origine kurde, selon la police, ont manifesté à Francfort ce samedi pour réclamer la démocratie en Turquie et la liberté pour le Kurdistan. Les organisateurs tablaient sur 20 000 personnes pour ce défilé qui se tient à l'occasion du Newroz, le jour de l'an selon le calendrier kurde. Ils étaient plus de 30 000 Kurdes allemands à manifester dans les rues de Francfort pour réclamer la démocratie en Turquie et la liberté pour le Kurdistan. Autorisé par la préfecture, ce rassemblement était organisé à l'occasion du Nouvel An kurde. Mais des drapeaux du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, et des portraits du leader historique Abdullah Öcalan, normalement interdits, ont été aperçus. Tout d'abord, nous demandons la liberté pour Öcalan et le peuple kurde opprimé. Et bien sûr, nous voulons nous opposer à Erdogan et son référendum prévu en avril. La police ne serait pas intervenue pendant la manifestation pour ne pas provoquer d'incident, mais assure avoir pris des photos qui pourront servir par la suite à d'éventuelles poursuites. La Turquie a jugé cette manifestation inacceptable et accuse l'Allemagne d'hypocrisie pour avoir autorisé ce rassemblement alors qu'elle avait refusé que des rassemblements pro-gouvernementaux soient organisés dans le pays. Dimanche Sport, je reçois Mamadi Wena. Wena, bonsoir. Bonsoir Fousseni. On commence avec la Ligue des Champions où hier, malgré sa victoire, le RCK est éliminé de la compétition. Oui, le Rayo Club du Cadoro qui avait promis la remontada n'a pas pu passer. Un score d'1-0, un score qui a été insuffisant pour passer le cap de l'USM Alger. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà de la non-qualification du RCK, il y a eu aussi quelques scènes de violence hier au stade du Kadoud, et nous allons revenir sur ces incidents de la double confrontation dans l'ensemble de RCK Usman dans l'élément qui suit. Donc on va suivre l'élément et on revient à notre entretien. Des joueurs qui se pourchassent et des supporters qui essaient de défier les forces de l'ordre. Le match RCK Usman s'est achevé dans la confusion totale. Des scènes de violence en lieu et plat de la remontada promise par les Faucons. Pourquoi en est-on arrivé là? Les raisons sont à rechercher peut-être dans le fait que le RCK, malgré un but de Mohamed Kaya à la 54e minute, n'ait pas réussi à remonter les 2 buts encaissés au match aller à Alger. Déjà à Alger, il y avait eu des incidents à la fin de Usman RCK. Il faut se dire que depuis 2013, avec la double confrontation Burkina-Algérie pour la qualification au Mondial 2014 au Brésil, on a le sentiment qu'il y a de l'électricité en l'air. Et le refus des autorités algériennes de délivrer des visas aux journalistes burkinabés pour couvrir le match aller a exaspéré davantage les Burkinabés. Toutefois, rien ne peut expliquer ces violences et il est temps que les autorités sportives des 2 pays prennent au sérieux le problème pour que les rencontres de football entre Algériens et Burkinabés restent dans le domaine du jeu et non ce qui a été donné à voir lors de cette double confrontation RCK Usman. Oui, Wena, qu'est-ce que le RCK encourt comme sanction à l'issue de ces violences? Pour le moment, nous n'en savons pas grand-chose, mais il y a que tout va dépendre du rapport du commissaire au match, parce que ce qu'on a vu hier, si le commissaire au match fait son rapport à la CAF,
SCK peut être sanctionné parce que le stade du Katout, par exemple, il n'y a que le SCK est reversé au niveau de la Coupe de la Confédération, qui est la deuxième compétition de la CAF. Donc le SCK peut jouer, par exemple, le stade du Katout peut être sanctionné et le SCK aura joué son match à domicile à l'extérieur. Le match dont le stade du Katout ne pourront pas jouer là-bas. Il peut y avoir aussi des sanctions sur le plan financier, par exemple des amendes et autres sanctions. Mais tout dépend du rapport du commissaire au match. Parce que pour le SCK aussi, ils disent qu'à l'aller, ils ont subi pratiquement les mêmes violences, mais comme on le dit, nous condamnons ces violences, quel qu'en soit ce qui est arrivé au niveau du football. Ce n'est pas joli d'avoir des scènes de violence à la fin d'un match. Oui, autre actualité, il y a le handball et le cyclisme également. Oui, et avant même de parler du handball, il y a aussi le match en état de la 12e journée du championnat national de football de première division entre l'AS Sonabel et l'AS Police. L'AS Police qui a battu l'AS Sonabel 1-0. Nous venons d'avoir le résultat tout à l'heure avec Jean-Victor Ouedraogo. Et pour revenir au handball, on a joué la 2e journée du championnat de la Ligue du centre de handball. Il faut savoir que le Burkina est qualifié au niveau les étalons juniors handball iront en Algérie en juin, courant juin-juillet, pour la Coupe du Monde junior de handball. Donc ça se prépare bien avec les compétitions. Là, ce sont les garçons, les étalons juniors garçons sont qualifiés pour la Coupe du Monde junior qui aura lieu en Algérie. Donc je reviens sur la Ligue du Centre avec le championnat junior. Au niveau des juniors filles, l'AS Sonabi et la l'ONAB Handball Club, j'arrive. La l'ONAB Handball Club était opposé hier au Palais des Sports et cet après-midi au Palais des Sports et la l'ONAB a gagné 28-15. Et au niveau des juniors garçons, ça c'était sur les filles. Au niveau des juniors garçons, l'USFA et l'AS Sonabi, victoire de l'AS Sonabi 31-16 et l'AS Sonabel Uzo, victoire de Uzo sur le score de 29-16. Et pour finir avec le cyclisme, on a couru ce matin le Grand Prix cyclisme de notre confrère, le journal Aujourd'hui au Faso, qui fêtait ses 3 ans. Et c'est Salif Bikenga de l'AJCK qui s'impose devant ses équipiers, Salif Yerbanga et Mathias Sorgo aussi, qui sont de l'AJCK. Donc c'est un trio de l'AJCK qui est rentré. Et il faut savoir qu'il y avait 54 coureurs de 14 clubs qui ont pris le départ de cette course sur une distance de 132 km. Et la vitesse moyenne est de 32,180 km à l'heure. Oui, à rappeler que le développement de toutes ces activités, c'est demain au magazine des sports. Oui, demain à 21h, on aura le développement de ces actualités, comme vous le dites. Merci à vous, Mamadi Wena, d'être venu pour Dimanche Sport. À dimanche prochain pour un autre Dimanche de sport. Oui, Foussé. Et puis avant de refermer ce journal, la première diffusion ce soir d'un nouveau rendez-vous de la rédaction de la télévision du Burkina 52 sur la RTB est un magazine de grands reportages suivi de débats. Et pour le premier numéro, l'équipe vous invite à assister à l'installation des cellules de Koglo-Ouégo, ces groupes d'autodéfense. Je vous propose donc ici un avant-goût avec Frédéric Etienne Bassenga. Une installation de Koglo-Ouégo se fait généralement dans une ambiance des grands jours. Les ténors du Koglo-Ouégo géniteur se lancent dans des discours interminables, des discours aux allures de sensibilisation comme ici. Président, conseiller, secrétaire général, malfrats repentis, tous prennent la parole pour expliquer le bien fondé des Koglo-Ouégo. Mais une installation, c'est aussi et surtout des prières et des incantations. Pendant que les uns et les autres écoutent, juste à côté, on prie Allah et on invoque les mannes des ancêtres. Voilà, donc à dire que le développement, c'est ce soir même à 21h30 sur la RTB pour la première de 52 sur la RTB. C'est avec Simon Gongo. En attendant, excellente suite de programmes sur votre chaîne. Au revoir.